Le vent des montagnes était un monstre affamé. Il dévorait la chaleur, arrachait les mots des lèvres et mordait la chair exposée avec des crocs de glace. Et Lara sentit sa morsure à travers les 3 couches de laine usée qu'elle portait, son corps ample tremblant non seulement de froid, mais d'une peur si profonde qu'elle semblait geler ses os de l'intérieur. Le voyage en chariot avait été une épreuve, chaque carreau envoyant des ondes de douleur à travers ses muscles endoloris. Mais ce n'était rien comparé au silence de l'homme qui l'avait conduite ici, ni au vide béant du paysage qui s'étendait devant elle. Des pics de granit déchiquetés griffaient un ciel d'ardoise, et les pins s'accrochaient aux pentes comme des soldats obstinés dans une bataille perdue. C'était une terre qui ne pardonnait rien, une terre faite pour briser les esprits. La cabane était à peine plus qu'une tache sombre contre la vastitude grise, une verrue sur le visage de la nature sauvage. Et devant elle se tenait l'homme. Silas. Son nom lui avait été donné dans une lettre concise, écrite d'une main qui ne connaissait que le travail. La lettre ne disait rien de son visage, buriné par le vent et le soleil jusqu'à ressembler à la pierre de ces montagnes. Elle ne disait rien de sa stature, haute et large d'épaules, une force contenue qui semblait faire plier l'air autour de lui. Et elle ne disait surtout rien du regard qui la balaya de la tête aux pieds, un regard aussi froid et impitoyable que le vent. Et Lara sentit la chaleur monter à ses joues, une onde familière et brûlante. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans les yeux des commerçants de sa ville natale, dans les chuchotements des femmes à l'église, dans le miroir chaque matin. C'était le regard qui jugeait son poids, sa stature, qui la déclarait inapte, indésirable, un fardeau. Mais ici, dans le regard de Silas, il y avait quelque chose de plus. Ce n'était pas seulement du mépris social, c'était une évaluation pratique, brutale. Son regard ne disait pas « y tu es laide », il disait « y tu es faible ». Il disait « y tu ne survivras pas ». Le conducteur du chariot, un homme nerveux nommé Jeb, déchargea sa malle unique sur le sol gelé avec un bruit sourd. Il n'osa pas croiser le regard de Silas. La voilà, et marmonna-t-il, comme s'il livrait une marchandise défectueuse. Comme convenu. Silas ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur Elara. Le silence s'étira, lourd et glacial. Chaque seconde était une éternité pendant laquelle son espoir, déjà si mince, se ratatinait et mourait. Elle avait tout quitté pour ça. Une vie de servitude à peine voilée chez son oncle, où elle était une bouche de plus à nourrir, un rappel constant de la disgrâce de ses parents. Ce mariage par correspondance était sa seule évasion, sa dernière chance de posséder quelque chose qui lui soit propre, ne serait ce qu'une vie de labeur à ses propres conditions. Finalement, Silas parla. Sa voix était grave, comme le grondement de la pierre. Vous ne tiendrez pas une semaine et ce n'était pas une question, mais un verdict. Jeb, ramenez-la. L'agence vous remboursera le passage. La panique, froide et aiguë, transperça Elara. Retourner ? Retourner à quoi ? À la pitié méprisante de son oncle ? Au sourire narquois de sa cousine ? À une vie sans avenir, à attendre la mort dans une petite chambre sous les combles ? Non. C'était impossible. La peur de l'inconnu ici était immense, mais la certitude de la misère là-bas était absolue. Elle redressa le dos, le mouvement lui coûtant un effort immense. Ses mains, boudinées et rouges de froid, se serrèrent en poing à ses côtés. Non, dit-elle. Sa propre voix lui parut faible, un filet de son dans le hurlement du vent. Silas fronça les sourcils, un pli se creusant entre ses yeux. Quoi ? Et je ne repars pas, répéta-t-elle, plus fort cette fois. Elle planta son regard dans le sien, refusant de se laisser intimider. J'ai payé mon passage. L'accord a été conclu. Je suis votre femme. Un rictus sans joie tordit ses lèvres. Je n'ai pas besoin d'une femme qui gèlera avant la première neige ou qui ne pourra pas suivre le rythme d'une journée de travail. Cet endroit n'est pas pour les gens. Fragile, le mot est gros et flottait non dit entre eux, plus blessant encore que s'il l'avait prononcé. Alors je ne gèlerai pas, rétorqua Elara, la détermination forgeant ces mots. Et je travaillerai. Vous avez besoin de quelqu'un pour tenir la maison, pour cuisiner, pour raccommoder. Je peux faire tout cela. Je ne suis pas fragile et c'était un mensonge, et en même temps, la vérité la plus profonde qu'elle ait jamais dite. Son corps était peut-être encombrant, mais son esprit, érodé par des années de petite cruauté, avait développé une résistance semblable à celle du lichen sur la pierre. Silas la dévisagea un long moment. Elle vit le doute lutter contre l'agacement dans ses yeux. Il se tourna vers Jeb, qui trépignait déjà d'impatience. Partez, ordonna Silas.
Jeb n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il remonta sur son siège, fouetta ses mules et le chariot s'éloigna en cahotant, la laissant seule avec cet homme et cette montagne qui la rejetaient tous deux. Le son des roues qui s'éloignaient était comme le bruit d'une porte de prison qui se referme. Elle était piégée. Silas soupira, un nuage de buée blanche s'échappant de ses lèvres. Comme vous voudrez, dit-il, le ton chargé de résignation. Votre mal reste dehors. Si vous voulez un toit, entrez là vous-même et sans un autre regard, il se détourna et rentra dans la cabane, la porte se refermant derrière lui avec un claquement sec et définitif. Et Lara resta immobile, le vent fouettant son visage. Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Elle regarda la malle en bois lourd. C'était son premier test. Elle s'approcha, ses jambes raides protestant. Elle agrippa les poignets en cuir. Le poids était écrasant. Elle tira, ses talons glissant sur le sol gelé. Pouce par pouce, grattant, haletant dans l'air glacial, elle traîna la malle sur les quelques mètres qui la séparaient de la porte. Chaque mouvement était une agonie, une affirmation. Quand elle atteignit enfin le seuil, elle était à bout de souffle, son cœur martelant sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle s'adossa au cadre de la porte, épuisée mais victorieuse. Elle avait réussi. Elle n'était pas encore partie. Les premiers jours furent une épreuve de silence. Silas se déplaçait dans la petite cabane d'une seule pièce avec une économie de mouvement qui la faisait se sentir encore plus maladroite et encombrante. Il se levait avant l'aube, le bruit de ses bottes sur le plancher servant de réveil brutal. Il partait avec sa tâche ou son fusil et ne revenait qu'au crépuscule, le visage fermé, portant du gibier ou une charge de bois qui aurait semblé impossible pour un seul homme. Il ne lui adressait jamais la parole, sauf pour des ordres laconiques. Le feu et l'eau et il ne gaspillait pas. Et Lara apprit à lire ses actions. Un regard vers le seau vide signifiait qu'il fallait aller chercher de l'eau au ruisseau voisin, un voyage périlleux sur un sentier glacé où chaque pas était un risque de chute humiliante. Une pile de pots jetés dans un coin signifiait qu'il fallait les gratter et les préparer, un travail éreintant et nauséabond qu'elle apprit par essai et erreur, ses mains devenant rapidement gercées et douloureuses. Elle cuisinait avec les maigres provisions qu'elle avait trouvées, de la farine de maïs, des haricots secs, de la viande qu'il rapportait. Ses premiers repas furent des échecs. Le pain était dur comme de la pierre, le ragoût trop salé ou fade. Il mangeait tout sans un mot, son visage une toile vierge, mais elle voyait la tension dans sa mâchoire. Chaque repas silencieux était un jugement. Elle se sentait constamment évaluée, et constamment trouvée en défaut. La solitude était une présence physique dans la cabane, aussi dense que la fumée qui s'échappait parfois du foyer mal entretenu. La nuit, elle s'allongeait sur sa paillasse de l'autre côté de la pièce, écoutant sa respiration régulière et profonde, se sentant comme une intruse, une étrangère dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Pourtant, elle persistait. Chaque matin, elle se levait, ses muscles criant leur protestation, et elle se mettait au travail. Elle balayait le plancher, raccommodait ses vêtements à lui, qui étaient usés jusqu'à la corde, avec du fil qu'elle avait apporté dans sa malle. Lentement, très lentement, elle commença à trouver un rythme. Elle apprit à anticiper ses besoins. Le seau d'eau était plein avant qu'il n'ait à le regarder. Du bois sec était empilé près du foyer avant que les flammes ne faiblissent. Elle découvrit que son corps, bien que lourd, possédait une endurance qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Le travail physique, bien qu'épuisant, sculptait en elle une nouvelle sorte de force. Un soir, une tempête de neige précoce s'abattit sur la montagne. Le vent hurlait comme une âme en peine et la neige s'accumulait en congère contre la porte. Silas était parti vérifier ses pièges et n'était pas encore rentré. La nuit tomba, noire et absolue. Et Lara se retrouva seule avec le crépitement du feu pour seule compagnie. La peur, son ancienne compagne, revint s'asseoir à ses côtés. Elle imaginait 1000 horreurs. Silas perdu dans la tempête, une jambe cassée, la proie des loups dont elle entendait parfois les hurlements lointains. Et si elle se retrouvait seule ici? La pensée était si terrifiante qu'elle la rejeta avec force. Elle se concentra sur la seule chose qu'elle pouvait contrôler, le feu. C'était le cœur de leur survie. Elle l'alimenta avec soin, choisissant chaque bûche, veillant à ce que les flammes ne meurent jamais. Les heures passèrent. Le vent secouait la cabane dans ses fondations. Chaque craquement la faisait sursauter. Elle se sentait incroyablement petite et vulnérable. Ce fut bien après minuit que la porte s'ouvrit dans un tourbillon de neige. Silas entra, couvert de blanc des pieds à la tête, ressemblant à un fantôme des neiges. Il tenait 2 lapins gelés dans une main. Il s'arrêta sur le seuil,
ses yeux s'habituant à la lumière chaude de la cabane. Son regard se posa sur elle, assise près du foyer, puis sur les flammes vives et dansantes. Une expression indéchiffrable traversa son visage. Il referma la porte, secoua la neige de son manteau et suspendit les lapins à une poutre. Il s'approcha du feu, tendant ses mains gourdes vers la chaleur. Et Lara lui tendit une tasse en fer blanc remplie d'un bouillon chaud qu'elle avait maintenu sur le feu. Leurs doigts se frôlèrent. Un choc, une étincelle de chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu, la traversa. Il prit la tasse sans un mot, mais il ne la but pas tout de suite. Il la tint entre ses mains, regardant les flammes. « Vous avez bien entretenu le feu, dit-il finalement. » Les mots étaient simples, factuels, mais pour Elara, ils résonnèrent comme la plus belle des louanges. C'était la première fois qu'il reconnaissait son travail, sa présence, d'une manière qui n'était pas une critique. « J'avais peur qu'il ne s'éteigne, répondit-elle doucement. Il hocha la tête, buvant une longue gorgée de bouillon. Le vent est mauvais. Un feu faible n'aurait pas tenu et il y avait une signification plus profonde dans ses paroles. Un feu faible, une volonté faible, une personne faible. N'aurait pas tenu. Mais elle avait tenu. Cette nuit-là, le silence entre eux était différent. Il n'était plus hostile, mais simplement calme, rempli de la conscience partagée d'une épreuve surmontée. Elle avait maintenu le foyer en vie. Elle avait gardé leur refuge au chaud. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seulement une charge, mais une partie de cet endroit. Une petite flamme de fierté s'alluma en elle, et elle la protégea précieusement, la nourrissant dans le silence de son cœur. Elle avait survécu à la tempête, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Les semaines se transformèrent en mois. L'automne céda la place à un hiver long et brutal. La vie dans la cabane s'installa dans une routine rythmée par la nécessité. La communication entre Elara et Silas restait limitée, mais un langage non verbal s'était développé entre eux. Un hochement de tête de sa part pour un ragoût particulièrement savoureux, la façon dont elle laissait ses mitaines près du feu pour qu'il les trouve chaudes le matin. C'étaient de petites choses, des concessions silencieuses qui tissaient les fils d'un partenariat improbable. Et Lara découvrit des facettes de Silas qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle le vit un jour passer une heure à remettre en place l'aile d'un oiseau tombé de son nid, avec une douceur dans ses mains larges et calleuses qui contrastait violemment avec sa rudesse habituelle. Elle le surprit à sculpter de petits animaux dans des morceaux de bois, des créatures d'une finesse et d'une vie étonnante. Il ne les montrait à personne, il les plaçait simplement sur une étagère dans un coin sombre, une collection secrète de beauté dans un monde de survie. Elle comprit que son silence n'était pas un vide, mais une forteresse protégeant quelque chose de profond et de complexe. De son côté, Elara se transformait. La graisse de son corps, autrefois une source de honte, devint une réserve d'énergie dans le froid mordant. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant dures et compétentes. Elle apprit à reconnaître les plantes comestibles qui poussaient même sous la neige, à tanner les peaux jusqu'à ce qu'elles soient souples, à tirer le meilleur parti de chaque carcasse qu'il rapportait. Elle n'était plus la femme effrayée qui était arrivée en tremblant. La montagne, qui avait menacé de la briser, l'avait en fait reforgée. Un après-midi, alors que la neige commençait à fondre, révélant une terre boueuse, un visiteur inattendu arriva. Il s'appelait Barlow, un homme à la redingote trop propre pour ses contrées, avec un sourire huileux et des yeux qui calculaient tout ce qu'il voyait. Il se présenta comme un agent d'une compagnie minière qui avait des intérêts dans la région. Silas l'accueillit sur le seuil, son corps formant une barrière. Il n'invita pas l'homme à entrer. « Silas, mon ami, et commença Barlow d'une voix mielleuse. Je vois que vous êtes toujours là. Je suis revenu avec une offre encore meilleure pour cette parcelle de terre sans valeur. Assez pour vous installer confortablement en ville. » Ce n'est pas à vendre, répondit Silas, sa voix plate. C'est alors que le regard de Barlow passa par-dessus l'épaule de Silas et tomba sur Elara, qui se tenait près du feu. Un sourire narquois se dessina sur son visage. Je vois que vous avez de la compagnie. Une autre? Combien de temps celle-ci va-t-elle tenir? Elle a l'air bien nourrie. Au moins, elle ne mourra pas de faim cet hiver. La cruauté désinvolte de la remarque frappa Elara comme une gifle. Toute la honte qu'elle avait combattue revint en une vague suffocante. Mais avant qu'elle ne puisse reculer dans l'ombre, quelque chose d'inattendu se produisit. Silas fit un pas de côté, exposant délibérément Elara à la vue de tous. Ce n'était pas pour l'humilier. C'était une reconnaissance. C'est ma femme, dit Silas, et le mot émail avait un poids, une possessivité protectrice qu'Elara n'avait jamais entendue auparavant. Et cette terre est la sienne autant que la mienne.
Barlow laissa échapper un petit rire. Votre femme? Allons, Silas. Ne soyez pas sentimental. Pensez à l'argent. Notre dernière offre. La réponse est non, dit Silas. Maintenant, quittez ma terre. Le sourire de Barlow disparut. Vous faites une erreur. Cette concession n'est pas aussi solide que vous le pensez. Il y a des moyens de persuader les gens têtus et il jeta un dernier regard méprisant à Elara, puis à Silas. Nous reviendrons et il tourna les talons et repartit, son cheval laissant des traces profondes dans la boue. Le silence qui suivit son départ était tendu. Elara sentit une nouvelle peur s'installer, une peur non pas de la nature, mais des hommes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Demanda-t-elle. Silas se retourna vers elle, son visage sombre. Ils veulent le minerai sous cette montagne. Ils essaient de m'acheter depuis 1 an. Maintenant, ils vont essayer de me le prendre. Pour la première fois, la menace n'était pas dirigée contre elle seule ou contre lui seul. C'était une menace contre eux et contre la vie fragile qu'ils avaient construite. Et dans cette menace partagée, Elara sentit un lien se solidifier. Il l'avait appelée sa femme. Il l'avait défendue. Ce n'était peut-être que pour protéger sa propriété, mais une partie d'elle voulait croire qu'il y avait plus. Elle regarda la cabane, le foyer, les pots qu'elle avait tannés, le pain qu'elle avait appris à faire. Ce n'était pas seulement son refuge. C'était sa maison. Et elle ne laisserait personne la lui prendre. La menace de Barlow plana sur eux pendant plusieurs jours. Une tension palpable s'installa dans la cabane. Silas devint encore plus silencieux, mais son silence était différent. Il était vigilant, chaque bruit extérieur le faisant se raidir. Il nettoyait son fusil chaque soir, ses mouvements précis et méthodiques. Elara le regardait, le cœur serré. Elle se sentait impuissante, un maillon faible dans une chaîne qui allait être mise à l'épreuve. Que pouvait-elle faire contre des hommes comme Barlow? Elle n'avait ni la force physique de Silas, ni son habileté avec une arme. Elle n'avait que sa persévérance et un esprit qui avait appris à endurer. Ils ne durent pas attendre longtemps. 1 semaine plus tard, à la tombée du jour, ils arrivèrent. Barlow était là, mais cette fois, il était accompagné de 2 hommes, des brutes au visage dur qui semblaient avoir été taillés dans le même roc que la montagne. Ils ne prirent même pas la peine de parler. Silas sortit à leur rencontre, son fusil tenu bas, mais prêt. Je vous ai dit de partir, sa voix était un grondement sourd. La discussion est terminée. Montagnard, ricana Barlow, restant à une distance de sécurité derrière ses hommes de main. Donnez-nous l'acte de propriété et partez, ou nous vous ferons partir. Elara observait depuis la fente de la porte, le cœur battant à tout rompre. Elle vit les 2 hommes se séparer, essayant de contourner Silas. C'était un combat qu'il ne pouvait pas gagner. 1 contre 2, avec Barlow qui attendait son heure. La panique menaçait de la submerger. Elle voulait se cacher, se recroqueviller dans un coin et attendre que tout soit terminé. C'était son instinct, forgé par une vie entière à éviter la confrontation. Mais alors, son regard tomba sur le foyer. Une énorme marmite d'eau bouillait sur le feu. Elle s'en servait pour le lavage hebdomadaire, un travail éreintant qui prenait toute une journée. L'eau était brûlante, la vapeur s'élevant en volutes épaisses. Une idée, née du désespoir le plus pur, prit forme dans son esprit. C'était une idée folle, dangereuse. Mais rester là à ne rien faire était pire. Dehors, le combat avait commencé. Silas utilisa la crosse de son fusil pour parer un coup et en frapper un des hommes, mais l'autre était déjà sur lui. Il luttait dans la boue, des grognements brutaux déchirant l'air du soir. Barlow cria des encouragements à ses hommes. L'un d'eux, celui que Silas n'avait pas frappé, se dégagea et se dirigea vers la cabane. « Je vais chercher les papiers », y cria-t-il à Barlow. C'était le moment. Le cœur d'Elara semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine saisir les poignets en tissu épais qu'elle utilisait pour déplacer la marmite. Le poids était énorme, l'eau bouillante se balançant dangereusement. Elle serra les dents, puisant dans la force que des mois de travail acharné lui avaient donnée. Elle souleva la marmite du crochet, ses bras hurlant sous l'effort. La porte s'ouvrit à la volée. L'homme se tenait là, un sourire suffisant sur son visage, s'attendant à trouver une femme terrifiée. Son sourire se figea lorsqu'il la vit, debout comme une furie, la marmite fumante entre ses mains. Il n'eut pas le temps de réagir. Avec un cri qui était à la fois de rage et de peur, Elara projeta tout le contenu de la marmite sur lui.
L'eau bouillante le frappa en plein torse. Il poussa un hurlement inhumain, un son de pure agonie qui glaça le sang d'Elara. Il tomba à la renverse, se débattant sur le sol, griffant ses vêtements qui fumaient. Le cri détourna l'attention de tout le monde. L'homme qui se battait avec Silas se retourna une fraction de seconde, déconcerté. Cette fraction de seconde fut tout ce dont Silas avait besoin. Il frappa son adversaire d'un coup de poing puissant qui l'envoya s'étaler dans la boue, sonner. Silas se releva, le visage ensanglanté mais les yeux brûlants d'une fureur froide. Il se tourna vers Barlow, qui était resté figé, le visage blême de choc. Silas s'avança lentement vers lui. Barlow recula, trébucha et tomba. Partez, et dit Silas, sa voix basse et mortelle. Et si vous, ou l'un de vos hommes, remettez un jour le pied sur cette montagne, je vous enterrerai dessus. Barlow se releva et s'enfuit sans demander son reste, laissant ses deux hommes de main, l'un gémissant de douleur et l'autre à moitié inconscient. Silas les regarda avec un dégoût glacial avant de se tourner vers la cabane. Il entra et vit Elara, tremblante, adossée au mur, la marmite vide à ses pieds. Le sol était inondé. Elle le regarda, les yeux écarquillés, s'attendant à de la colère, à un reproche pour sa violence. Mais il n'y avait ni colère ni reproche dans son regard. Il y avait quelque chose de complètement nouveau. Du respect. De l'étonnement. Il traversa la pièce, s'arrêta devant elle. Doucement, il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage en sueur. C'était le premier contact tendre qu'ils aient jamais eu. « Vous êtes resté » dit-il simplement. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration, lourde de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des mois. Vous n'avez pas fui. Vous vous êtes battu. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps montèrent finalement à ses yeux et coulèrent sur ses joues. C'est chez moi, maintenant, répondit-elle d'une voix brisée. Il hocha lentement la tête. Il prit une serviette propre et commença à essuyer une coupure sur sa propre joue. Elle lui prit doucement le tissu des mains et le fit elle-même, ses doigts effleurant sa peau rugueuse. Le silence revint, mais il était chargé d'une nouvelle intimité, forgée dans la violence et la survie. Dehors, la nuit était tombée, mais à l'intérieur de la cabane, la lueur chaude du foyer éclairait les visages de deux personnes qui avaient trouvé, contre toute attente, un foyer. Ils avaient défendu leur terre, ensemble. Et Elara savait, avec une certitude qui réchauffait son âme, qu'elle ne serait plus jamais seule. Sa force ne résidait pas dans la forme de son corps, mais dans la ténacité de son esprit. Et ici, sur cette montagne impitoyable, elle avait enfin trouvé un endroit où cette force était non seulement acceptée, mais chérie.